1966, la télévision américaine découvre sur 3 saisons ce qui va devenir l'une des séries les plus cultes dans le monde, enchaînant films et séries dérivées, langue parlée, cosplay, bref, un monde dans un monde et qui encore aujourd'hui fascine. La série d'origine est encore diffusée, malheureusement en France, il faudra attendre 1982 sous l'impulsion d'Alain Carazé, merci à lui, sur TF1 en lieu et place de Starsky Hutch pour seulement 13 épisodes, ne plaisant pas au plus grand nombre et nos deux policiers restant dans la mémoire, c'était dur à remplacer. Envoyez impulsion optimum. Ce sera ensuite sur la D25 puis Kanajimi en multilangue en 2001. Encore une fois, merci Monsieur Carazé. Dans les années 70, Télé Monte Carlo l'avait diffusé, mais peu capté dans le pays entier. La série a donné lieu à un vaste engouement, notamment à la création de nombreux fanzines sur la franchise, Star Trek donc, la commercialisation d'une foule de produits dérivés et à l'organisation de rassemblements annuels de fans lors de conventions, ses membres étant appelés Trekkers ou Trekkies. La saga de films dont j'ai parlé pour les opus précédents va nous donner donc plusieurs films avec plus ou moins de bon sens, plus que moins d'ailleurs. L'équipe d'origine revient à chaque fois, Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Chekhov, Sulu et Monsieur Scott pour les principaux. Et nous aurons donc un premier film par le vétéran Robert Wise, absolument réussi, bien que très contemplatif, je vous l'accorde. Praxis. Un second opus absolument prodigieux qui va lancer la série de films et qui vont se suivre comme un feuilleton, écrit et réalisé par le formidable Nicolas Meyer, et suite en plus d'un des épisodes de la série, La colère de Cannes donc. Bref, un moment en plus magnifié par les trucages d'Industrial Light and Magic et le décès sur le final de Spock, ce qui va choquer les fans et les spectateurs intéressés. Nous avons eu un incident sur Praxis. Nous contrôlons la situation. La suite, le troisième, premier des films réalisé par Monsieur Spock lui-même, Leonard Nimoy, à la recherche de Spock, en dit long sur l'histoire. Des effets réussis et un côté fantasme d'image en studio avec des couleurs structurées et bien choisies en feront un film adoré par beaucoup, comme sa suite d'ailleurs, Retour sur Terre, quatrième volet le plus humoristique, revenant à notre époque histoire de sauver les baleines dans le futur et la Terre accessoirement. Que vient-on faire ici? Peut-être est-ce une fête pour notre départ à la retraite? Ça m'arrangerait bien. Jusque-là, que du bon, tout le monde est content et une satisfaction réelle et palpable. Seulement voilà, les acteurs bien qu'amis dans les films ne le sont pas tant que ça dans la vie et une guerre d'ego semble affecter les acteurs, surtout monsieur William Shatner qui va vouloir lui aussi se mettre à la réalisation comme je l'avais expliqué sur ma vidéo de l'opus 5, L'ultime frontière, où le budget fut coupé et la réalisation fortement inefficace à réussir à nous intéresser sur une potentielle recherche d'un dieu. Un échec public et critique, Shatner l'admettra, et l'on ne l'y reprendra plus, et la Paramount doit digérer tout cela sans abandonner une poule aux œufs d'or. I think there was a fear when Five came out that maybe we stumbled and that we might not be able to get up. Star Trek V didn't work as well as we hoped it would. It had fallen sort of below the pattern of what the hopes were for Star Trek films in box office. Un vaisseau de la Fédération a localisé, il y a 2 mois de cela, une explosion sur une des lunes de Klingon. Le 25e anniversaire de la série approchant, une préquelle est donc envisagée avec de jeunes Kirk et Spock, les acteurs étant souvent moqués sur leur âge avancé et qui se passerait à l'académie de Starfleet. Young Kirk, young Spock at the Academy. Star Trek The First Adventure, which was kind of a Top Gun Star Trek in which, you know, this rambunctious, willful Iowa farm boy Jim Kirk goes to Starfleet Academy and meets up with this misanthropic, misunderstood, brilliant Vulcan. La décimation de cette lune signifie la pollution mortelle de leur ozone. Harvey Bennett, en charge du dernier et malheureusement pour lui renvoyé, ne voulant faire que ce film et rien d'autre. D'autres histoires sont envisagées, certaines avec la mort de plusieurs membres d'origine et un projet de mix entre la série classique et la nouvelle génération où Kirk rencontre Picard mais qui servira lui du coup de 7e opus finalement.
Ils auront épuisé leurs réserves d'oxygène dans approximativement 50 années terrestres. Le budget étant revu à la baisse en plus, les problèmes s'accumulent et l'on va alors approcher celui par qui Star Trek 2, La colère de Khan et Star Trek 4, Retour sur Terre furent des succès. Le scénariste Nicolas Meyer, et accessoirement réalisateur comme sur son très bon film, c'était Demain. L'économie de l'Empire Klingon n'est pas en mesure de combattre cette catastrophe. I'm a fan of the even-numbered movies, sorry. 2, 4, and 6 are, I think, some of the better movies. And Nick just, has a wonderful sense and feel for Star Trek as... J'ai ouvert le dialogue avec Gorkhan, le chancelier du Haut Conseil Klingon. Almost like opera, that it's just grand and big and bold and a little brash. He has dark hair and a kind of hangdog look and a shuffling gait, hidden behind which is truly one of the most intellectual minds in Hollywood. Et la fin de près de 70 ans d'hostilité ininterrompue que les Klingons ne peuvent plus se permettre. Ce sera par Léonard Nimoy que l'idée va venir. Pourtant, le mur de Berlin ayant été brisé, pourquoi ne pas faire de même avec les Klingons, obligés de demander de l'aide suite à une catastrophe intergalactique? Leur empire pourrait disparaître puisque la planète donnant la plupart de leurs ressources vient d'exploser. Beaucoup donc d'inspiration géopolitique et l'effondrement du bloc communiste, mais ici dans l'espace avec des combats et des effets superbes. Offrir asile aux Klingons au sein de l'espace de la Fédération est suicidaire. Take Earth problems today, contemporary, and you put them into outer space. You objectify them in some way. You allow people to contemplate these problems without being laden with their own prejudices and proximities. Ne leur faites pas confiance. Ne vous fiez pas à eux. Ils vont mourir. Laissez-les mourir. You get to sort of look at it through the wrong end of a telescope and go, oh gosh, well, the solution to this is pretty simple, isn't it? You may lose track of that solution when it's the Hatfields versus the McCoys and they're right in your face, and the Palestinians and the Israelis, but you take it out. Nous avons là l'occasion de les mettre à genoux. Nous serons alors en bien meilleure position. And you put it out there in Klingon land, and suddenly you have the leisure and maybe the tranquility to put it in a contemplative, I don't mean that it's tranquil, but that you can talk about it. And Star Trek has, at least the Star Treks I've been involved in, have always been very sort of immediately reflective of current events here on Earth. Oui, je me suis personnellement porté garant de vous, capitaine. Nicolas Meyer amènera aussi un Klingon pacifique avec Gorkhan, inspiré de grands hommes ayant changé l'histoire. Vous vous êtes personnellement porté garant? Meyer va donc se mettre au travail avec Denis Martin, le premier en Angleterre, le second à Los Angeles. Meyer se chargeant de faire des retouches et aussi inclure les demandes des acteurs afin que leur personnage passe bien à l'écran. Lego, rappelez-vous. Nous avons là une opportunité historique. Ne leur faites pas confiance. Ne vous fiez pas à eux. The Star Trek actors definitely knew the characters they played, but they never pulled rank in any of my experiences with them. They were all eager to contribute to the product. They were all eager to figure out. Je ne leur pardonnerai jamais la mort de mon fils. They would say things like, this isn't the way Kirk talks. This isn't the way Spock talks. It was his movie to make. I respected that. I didn't want to be looking over his shoulder and acting as if I was, or even actually second guessing him in any way. La nature a horreur du vide. Je compte sur vous pour me remplacer. But if I thought there was a need or an opportunity to do something that maybe in his preoccupation with other problems might miss it, might overlook it, I would say to him, I think you need a shot of this or that. And Je ne pourrai que vous succéder, monsieur. And most often would get it. I hope I was helpful to him. L'introduction des personnages et de leur nouvelle vie à droite et à gauche est abandonnée, bien qu'écrite, coûtant pas moins de 50 millions de dollars. Alors ça tourne vite et une partie du script sera carrément jetée à la poubelle. Mais grâce à Frank Mancuso, ils vont réussir à obtenir les 5 millions manquants et faire quand même le film qu'ils veulent. Dois-je rendre compte d'un incident?
Vous plaisantez. Après l'explosion de la planète de ressources des Klingons, ils vont demander l'aide de Starfleet afin de faire la paix et de pouvoir réussir à survivre. Nos personnages vont donc revenir pour leur dernière aventure, tous ensemble, certains reviennent par-ci par-là, et embringuer malgré eux comme ambassadeurs pour essayer d'aider ces Klingons alors que Kirk les déteste, ceux-ci ayant tué son fils dans l'épisode 3, rappelez-vous. Je lève mon verre à la terre inconnue. Et après un repas qui se passe plutôt bien, le vaisseau Klingon est attaqué par l'Enterprise sans que l'équipage ne comprenne d'où cela vient. Kirk va alors se rendre et être jugé pendant que le reste de l'équipage enquête afin d'éviter une nouvelle guerre. Les Klingons, eux, n'ont plus rien à perdre. Il faut donc faire oublier ce 5e volet, faire en sorte de nous lâcher un film spectaculaire, et spectaculaire il le sera, et bien sûr conclure la saga avec les protagonistes de la série d'origine de la meilleure des manières afin de satisfaire pleinement les fans et les spectateurs. Américain expatrié à Londres, ne supportant pas la politique de Reagan puis de Bush, il va quitter son pays, rêvant de vivre en France. Il avait passé sa jeunesse près de Paris. Nicolas Meyer va donc écrire et réaliser ce nouvel opus. J'achève ma première mission aux commandes de ce vaisseau, chargé de répertorier les anomalies gazeuses. Il traite les scénarios de la saga comme Gene Roddenberry l'avait fait avant lui en s'inspirant des écrits de C.S. Forester et les aventures du capitaine Hornblower qui, aux commandes de son navire de guerre, menait la vie dure à la marine française napoléonienne. Mentionnons le directeur de la photographie, ici Luminous, travaillé par Hiro Narita, qui va travailler sur La dernière valse de Martin Scorsese, Un homme parmi les loups de Carole Ballard, Le retour du Jedi de Richard Marquand, L'étoffe des héros de Philippe Kaufman, 260 chronos de Peter Werner ou Chérie, j'ai rétréci les gosses et Rocketeer de Joe Johnston. And that he didn't want me to have any preconceived ideas about the film and content or any visual style. Capitaine James Tiberius Kirk et Dr. Leonard McCoy. Nick Meyer secretly expressed to me that we wanted to be a little bit different from previous films. Arrêtez. C'est l'Enterprise. He made it clear that we have to use an existing set, for instance, Enterprise bridge and some corridors, and just paint it here in a different color or make some minor adjustment. De plus, il va tourner le film en super 35 mm, ce qui demande moins de lumière et reste plus malléable pour le passage télévisé si le film est recadré, ce qui se faisait à l'époque. L'Excelsior a été touché! Une influence marine pour Nicolas Meyer qui, dès le second opus, était évidente avec ses batailles spatiales absolument épiques et un tournage donc au budget restreint et rapide. Mais comme le dit Meyer, l'art n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Je vous mets en état d'arrestation. Vous êtes inculpé de l'assassinat. J'en ai souvent parlé, mais l'anecdote est drôle. Le film est tourné en partie au studio Paramount. Juste à côté, Gary Marshall tourne son film Frankie et Johnny avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer. Dans une certaine scène, Pacino devait ouvrir une porte et simuler l'étonnement. Après plusieurs prises et voyant que ça ne fonctionne pas exactement comme le veut le réalisateur, et pour lui faciliter la tâche, le réalisateur Gary Marshall a demandé en secret à William Shatner et Leonard Nimoy de se placer de l'autre côté de la porte, qui va donner à l'acteur la surprise de sa vie. La sentence de mort a été commuée. Doté d'un solide budget de 30 millions de dollars, le second n'en avait coûté que 9, je vous le rappelle, le film ne sera pourtant pas le succès escompté, mais loin d'être honteux, surtout aux États-Unis, ce qui va permettre une sortie en France plus de 6 mois après, puisque le 5 était sorti directement en vidéo. Vous soyez emmené sur l'astéroïde pénitentiaire de Rura Bente. Près de 97 millions de dollars en mondial, dont 75 aux États-Unis et 58 000 entrées en France. Donc anecdotique, le film ne serait pas sorti, ça serait pareil. Gene Roddenberry, concepteur original de la série Star Trek, est mort 3 jours après avoir visionné le film qui lui est dédié en tout début de générique d'entrée.
Pour les effets spéciaux, Industrial Light and Magic va utiliser plusieurs techniques, mais ne sera pas seul à bord. Miniatures et images de synthèse seront donc créées par la grande firme de George Lucas sous la direction de Scott Farrar. Les peintures sur verre sont confectionnées par Matt World, un petit studio créé par 2 anciens d'ILM, et Pacific Data Image va gommer les câbles pour la scène en apesanteur. Et Visual Concept Engineering, fondé en 80, encore par un ancien d'ILM, va créer, lui, tout ce qui est laser, phaser et effet de transporteur spatial. En quelques années, grâce à James Cameron, les effets spéciaux ont évolué de manière significative, mais Nicolas Meyer a l'intelligence de mélanger nouveaux et anciens effets. Abyss, Widow et Terminator 2 sont donc passés avant, mais Meyer ne se laisse pas piéger par le trop, il cherche le mieux. Ed French sera engagé, c'est un grand maquilleur, pour créer un spectaculaire extraterrestre qui doit se battre contre Kirk. Il a les cornes brisées, symbole de son âge avancé, et une peinture fluorescente éclairée par des projecteurs ultraviolets qui va ainsi créer une peau luminescente. Il faut aussi créer de nombreuses prothèses pour tous les Klingons, notamment lors du procès de Kirk, allant jusqu'à plus de 130 sur certaines scènes, dont Michael Mills en sera le superviseur. D'abord, la formidable et super explosion de la Lune Klingon en début de film, Toulouse la vivant à bord de l'Excelsior, dont il est le capitaine, une colossale onde de choc qui frappe le vaisseau, réelle en images de synthèse avec plusieurs éléments superposés, puis combinés de façon digitale avec la miniature du vaisseau. Après le premier repas protocolaire, une attaque est donc menée contre le vaisseau Klingon et qui va se retrouver en apesanteur durant cette attaque, 2 tueurs se téléportant sur le vaisseau avec des bottes aimantées. I was thinking, what's an interesting way to blow somebody away in space that we haven't seen? Now this idea is beginning to take shape in my mind, that the assassins cripple the centrifuge or whatever it is that makes the gravity on the Klingon ship, and everybody starts to float about helplessly, and 2 guys in lead-lined boots go in and blow away the Premier. It was done with wires. We had wire removal, but we really did everything in the camera. We designed the sets and built some of the sets on their side. With lines in the wall so that we can see the set. Normally the line comes across here, but when we turn it on its side, those harsh lines would also hide the fact that there are actually some wires in the shot. And have them pulled up and down vertically, and then reverse the angle horizontally. So they would seem to be floating horizontally through space when actually they were floating, being pulled up and down vertically. Those sets were on gimbal. Une scène qui va rester en tête, peu habitués que nous étions encore aux images de synthèse bien faites. Le sang s'échappant des blessures des attaquants sur les Klingons se retrouvant lui aussi en apesanteur et en gros plan, sous forme de bulles en suspension qui vont s'assembler et se séparer mollement. How are you going to get blood to float? It was the early days of CGI. Morphing was sort of around, had been done, and a lot of trial and error went into those CGIs. We spent a good deal of time in that and trying to get that blood right. I mean, we had the advantage of looking at a lot of NASA footage, watching what water globules did in a weightless environment, and then taking it to ILM with our storyboards and saying, well, you know, here's what I want to do for dramatic reasons. For the assassination, and here's what we're hoping you guys will do in terms of a weightless reality when the blood hits occur in terms of it going this way or that way. We just researched it as we would any other action sequence.
sphère donc digitale étirée par un animateur et dont les éclairages sont contrôlés par cet ordinateur afin de correspondre à celle du film. Un grand moment unique à l'époque, les acteurs, eux, sont suspendus par câble mais de façon repensée. En effet, les techniciens vont incliner à 90 degrés le décor et les caméras, ce qui va permettre de fixer les câbles là où l'œil du spectateur ne va pas regarder. Les quelques câbles visibles seront donc gommés par ordinateur. Cette scène donne même un effet de relief absolument saisissant. La maquette de l'Enterprise est une de celles utilisées sur le premier film, long de 2,10 m, fabriqué en 1978 et qui va supporter donc plusieurs tournages successifs grâce à son exceptionnelle qualité de fabrication. Le pont de l'Enterprise, lui, ne plaira jamais à Nicolas Meyer qui essaye d'en changer le look pour faire plus marine et il tournera finalement très peu, préférant les autres quartiers du vaisseau. Chatouillez-nous, ne rions-nous pas. Piquez-nous, ne saignons-nous pas. Pour les combats, les lasers tirés de l'Enterprise sont créés en animation dessinée sur 2 éléments, un cœur de laser et une couronne lumineuse filtrée en rouge et rétroéclairée. Feu! L'intérieur du port spatial doit être reconstruit puisque détruit après un tournage, ne servant seulement que pour le passage de l'Enterprise avançant vers les portes. Et enfin, le quartier général de Starfleet, qui est aussi une bien belle maquette illuminée de l'intérieur et filmée dans de la fumée pour créer l'effet de distance qui sera combiné à un plan du pont de San Francisco. Bref, du très bon travail pour peu d'argent, alors que dans le même temps, il rate une partie des effets du Hook de Steven Spielberg, surtout ceux de la fée Clochette, comme quoi... Contrôle, ici SD-103 en approche du spatiodoc. Terminé. Tout le monde à son poste. Libération des fréquences d'aviation. Conformé. Dernier film, et pourtant les acteurs ne s'en rendent pas compte, profitant du tournage jusqu'à la dernière prise, où celle-ci, consciente que c'était vraiment la fin, va plonger tout le monde dans une tristesse profonde. Seulement voilà, pour le réalisateur, il est temps où même dans des films, les personnages doivent s'arrêter. Certains critiquent l'âge avancé en effet des acteurs alors que leur retraite est justifiée dans l'histoire et ils marquent la dernière apparition de DeForest Kelley en Dr McCoy avant malheureusement son décès. Je ne connais même pas son anatomie. Kirk est à 3 mois de la retraite et c'est lui, donc détestant au plus haut point les Klingons, à qui on va donner la tâche périlleuse de mener ces transactions et débats. Bien sûr, ce choix est la petite part d'un plan bien plus important. Après l'assassinat du chancelier Gorkan, Kirk n'a qu'une seule chose à faire, se rendre pour un jugement déjà rendu, pendant que ses compagnons, eux, vont mener cette enquête. Heureusement, il n'est pas seul, puisque son fidèle ami McCoy sera avec lui. Cela exige beaucoup d'efforts. Je n'en doute pas une seconde. Reste que les acteurs connaissant le personnage et bien sûr se feront entendre, même parfois pinailler sur certaines séquences. Pendant la lecture du script, ils se connaissent depuis 30 ans et comprennent que c'est leur chant du cygne. Tout doit donc être parfait pour leur départ. The last day of shooting the movie was arranged on the schedule to be the last scene of the movie. We didn't think we could ever shoot that scene and go on to anything else. We thought it was sort of unfair to the cast. Comme vous le savez, nous avons encore sauvé les bases de notre civilisation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de poursuite. Somebody had a great idea, it had to be Nick, to put the line from Peter Pan in at the end. Second star to the right. And straight on till morning. Vers cette obscure clarté qui tombe des étoiles. So that's very dear to me, that moment, because he rehearsed it with me. He came to me and said, "What do you think of this? If I say it this way, what do you think of this if I say it that way?" Second star to the right. Straight on till morning. And cut. Ceci est la dernière mission de l'Enterprise sous mon commandement. I tried to inject, to have colors of Peter Pan and the eternal youth of looking for and being awed and wonder
and wondrous about the universe. Ils poursuivront les voyages que nous avons commencés et exploreront toutes ces terres inconnues. Un film qui sera célébré au champagne sur le plateau malgré une tristesse palpable. It's been good. We all felt at the conclusion of Star Trek VI that you could see the Next Generation television series was very successful, and it was clear that that's probably where the next movie is going to come from. Allant hardiment là où aucun homme ou personne n'est jamais allé. Shatner comme Nimoy sont des prolongements de leurs personnages. Ils avoueront même parfois rêver d'avoir été Kirk ou Spock, puisqu'ils définissent des personnages dont l'idéalisme est profond et où se projeter est très tentant. L'Enterprise n'est-elle pas elle-même une représentation de notre planète après tout? La version française garde celle des anciens films que nous aimons depuis le premier. Je ne vais donc pas vous refaire l'intégralité de l'équipage, vous les connaissez, j'ai fait 5 vidéos avant où j'en parle. Mis à part cette équipe classique dont j'ai parlé maintes fois sur les vidéos donc du 1er au 5e film, cet opus nous donne quand même le plaisir de voir pas mal de têtes connues en guest ou en caméo. Il y a tellement longtemps que j'espérais vous rencontrer, capitaine. Commençant bien sûr par le grand Christopher Plummer qui va donc incarner l'âme damnée du film qui refuse la paix, mais avec un ton que seul cet acteur peut donner en citant du Shakespeare, le général Chang, chef d'état-major de l'Empire Klingon, un traître, une belle saloperie, et comme le dit l'acteur, jouer les méchants, c'est quand même toujours plus drôle. Être ou ne pas être, telle est la question qui préoccupe notre peuple, capitaine Kirk. I don't think there's an actor in the world who would rather play a villain, a good, healthy villain, than a terribly upright, glamorous leading man, which when I did play them, I was so bored with them. Il nous faut de l'espace pour respirer. Hitler, 1938. I was so grateful to arrive at an age where I no longer had to worry about whether my chins were in the right, oh God, and is my profile okay, and I could be anybody I wanted to be, a character actor, in other words. Villains are my favorites. Et laissez filer les chiens de guerre. Bones. Et ma torpille. Meilleur lui écrira plus de dialogue que prévu, admirant cet acteur et voulant le meilleur de lui-même. Son look est absolument parfait et il le choisit lui-même en demandant au maquilleur comment arriver à créer ces idées qu'il a pour sa tête. Outragez-nous. Ne nous vengerons-nous pas? J'ai parlé de lui bien sûr sur le Dreamscape de Joseph Ruben ou le Star Crash de Luigi Cozzi, et c'est Gabriel Katang, absolument superbe et suave dans La Menace, qui le double ici. Capitaine, face à face enfin. Je tiens à vous remercier. Le rôle de Gorkan fut d'abord proposé à Jack Palance, qui refuse, puis sur le tournage de La vie, l'amour, les vaches de Ron Underwood. Et c'est à David Warner, l'éventreur du C'était demain de Nicolas Meyer, qui va avoir le rôle, alors qu'il jouait déjà un ambassadeur terrien dans le 5e opus précédent. En version française, la prononciation d'ailleurs sera Gorkan, ce qui le rend moins Gorkon. Vous ne connaissez pas Shakespeare si vous ne l'avez pas lu dans l'édition originale Klingon. Un acteur impeccable, enfin dans le rôle d'un gentil, et dont j'ai parlé sur le trône de Steven Lisberger, le Star Trek V de William Shatner, C'était demain de Nicolas Meyer, L'antre de la folie de John Carpenter ou La compagnie des loups de Ned Jordan. Faites-vous donc plaisir. Un bonheur d'acteur, de plus doublé par le grand Jean-Pierre Moulin, voix d'Anthony Hopkins ou de Jack Nicholson. Valéris, monsieur. J'ai appris que vous aviez besoin d'un timonier, je me suis porté volontaire. À bord de l'Enterprise, nous avons Kim Cattrall qui joue donc Valéris, une brune vulcaine d'une logique implacable, parrainée par Spock en personne, rien que ça. Le lieutenant a été le premier Vulcain à sortir major de sa promotion. Un atout pour Starfleet, du moins sur la première moitié du film. Ce sera au bout de nombreuses auditions qu'elle sera choisie. Elle va s'impliquer comme jamais et même improviser certaines choses sur le tournage avec Leonard Nimoy. Elle est de ces nouveaux membres de l'Enterprise et se trouvera intimement mêlée à l'affaire, menant même l'enquête et timonier donc de l'USS Enterprise. Vous avez trahi la Fédération. Chacun de vous. Sa première réaction est de refuser puisque le rôle devait être celui de Saavik au départ, vu dans les épisodes 2 et 3, mais finit par la convaincre, ayant une grande liberté de travailler son personnage. Un bruit court d'ailleurs que Kim Cattrall aurait posé en petite tenue sur le pont de l'Enterprise pour une petite séance photo dont malheureusement nous n'avons aucune photo. Mais j'aimerais bien en voir une ou deux. Si quelqu'un a ça, je suis prêt à payer.
J'ai bien sûr parlé d'elle sur ma vidéo des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter, et vous la connaissez tous d'après la série Sex and the City qui lui apportera la gloire. C'est Laurence Crouzet qui la double ici. Tout le monde n'a pas ses organes génitaux au même endroit, capitaine. Vous vouliez me dire quelque chose? Iman incarne Marcia, une extraterrestre polymorphe ou caméloïde permettant le morphing par ordinateur, à l'époque un plaisir, et compagne dans la vie de David Bowie. Tué alors qu'il tentait de s'échapper. Alors ça, c'est plausible pour les deux. Sigourney Weaver était pressentie pour le rôle quand le scénariste écrivit son personnage, mais il y a de fortes chances que cela ne lui ait même jamais été proposé. On la verra dans le Out of Africa de Sidney Pollack et quelques films et séries. J'ai ordonné que soit menée une vaste enquête. Et en attendant... Citons quand même vite fait, en président de la fédération, Elphosiane, nous avons Kurtwood Smith, et oui, le Clarence Bodicker de Robocop de Paul Verhoeven, qui est très bien maquillé ici. Il reste plus ou moins 50 ans d'existence à l'Empire Klingon. Nous avons l'amiral de la flotte, William Bill Smiley, commandant en chef de Starfleet, et interprété par Léon Russom. Monsieur le Président, il est indéniable que j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Marc Lénard est toujours l'ambassadeur Sarek de la Fédération des Planètes Unies et père de Spock. Arrêtez ces hommes. C'est vous qu'on arrête. L'amiral Cartwright est interprété par Brock Peters. Conséquence d'une attaque délibérée et unilatérale, alors qu'il voyageait à votre rencontre. Nous avons John Chuck, oui, le yo-yo de Holmes et Yo-Yo et l'ambassadeur Camargue de l'Empire Klingon. Le capitaine Kirk n'a pas été identifié comme étant l'assassin. Accordé. Le colonel Worf qui apparaît dans ce film serait le grand-père du futur Worf de Star Trek La Nouvelle Génération et interprété par le même acteur Michael Dorn. Ici, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de mirador. William Morgan Shepard et le commandant Cott, le directeur de la prison de Rura Penthe, des acteurs donc vus dans de nombreux films et séries. Et enfin en Klingon, Matthias Hughes, alien en recherche de drogue dans le Dark Angel de Craig Baxley, fait une petite apparition ici. Apparemment, il refuse de répondre au signal de retour au spatiodoc, monsieur. À noter un petit rôle, nous avons Christian Slater, fils de Marie-Jo Slater, la directrice du casting, ce qui aide beaucoup. Oui, il y a un problème, lieutenant. Non, monsieur. Il réveille Sulu sur l'Excelsior et il est à savoir que l'acteur était très très fan de la série et que les sourcils de Christian Slater en pointe viennent du fait que, fan donc de Star Trek, il avait lui-même rasé ses sourcils afin qu'ils ressemblent à ceux de Spock. La musique de ce Star Trek 6 est étonnante de par le choix d'abord de son compositeur, très sous-estimé, mais surtout par la qualité rendue par celui-ci. Cliff Edelman, qui nous donne une musique digne des meilleurs films de science-fiction qui ne déméritent jamais. Comme le dit Nicolas Meyer, nous n'avions pas le budget pour nous offrir Jerry Goldsmith, et l'homme a en plus un morceau en tête, celui du fameux Mars des planètes de Gustav Holst, qui va servir de nombreuses fois au cinéma, voire changer comme ici, comme sur le Gladiator de Hans Zimmer, le Godzilla de David Arnold, et j'en passe, morceau abordant la thématique guerrière. Allez, soyez franc, capitaine, de guerrier à guerrier. Cliff Edelman va donc s'attacher à en composer un thème qui se rapproche de ce Mars, mais ayant aussi sa personnalité proche, et le pari est plus que tenu ici. The thing about Star Trek VI that I found important, very important to the film, was the music. Science fiction is very exciting for a composer. La clé, docteur, s'il vous plaît, le temps nous est compté. Because you get to go into fantasy worlds. You get to leave where you are and imagine someplace else. And that's an exciting thing to approach. Avec l'Empire Klingon, l'équilibre écologique... Music is the last voice to enter a movie. It comes in after everything's done and suddenly, not just a score, not just notes, but a voice. And if it's done correctly, that's exactly what it is. It's a new voice that comes into the film. Prête, Jim! Chargez et armez! I'm looking for a composer who's going to give my movie a voice, and I can't find. I'm just hearing sort of generic, what they call movie music. So I met a young guy whose music interested me more than the rest. Que le 1er du mois prochain. Scotty. Comme vous le savez, le temps est primordial. En effet, l'homme va donc s'inspirer de Mars, mais aussi du célèbre ballet russe, l'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky,
Un motif de six notes sombre dont ici le côté menaçant va être développé de la meilleure des manières. Nick had given me that license to look at Star Trek as a fresh piece of paper. It's new. This is a new venture that we're going on. And I got into a conversation with him about the planets. And it turned out he'd written his thesis on the planets, so he knew the score quite well. And then as we were talking, and I was talking about this opening, this brooding, mysterious quality, and I said, wait, forget the planets. Let's talk about Stravinsky, let's talk about Firebird. Monsieur le Président! When he referred to the opening of the Firebird as just a way of saying, let's go dark and kind of mysterious, and then it was sort of a place, it gave me an idea of just, you know, beginning. There were quite a number of opportunities, musical treasured moments that I got in this film. The main title, because the main title in this picture really sets up the tone, the musical voice. Pourtant, les 5 films précédents avaient grandement contribué à nous donner des musiques absolument démentielles, dont la première et la seconde en étaient le fer de lance. Aucune raison pour ce jeune compositeur de rougir ici du travail accompli, allant parfaitement avec les images et constituant même des moments épiques sur des scènes ne l'étant pas moins. Le compositeur va même oser ne pas citer le thème d'Alexander Courage pour la série d'origine dans son thème principal au début, et Dieu qu'il a bien fait, avec cette histoire il fallait une musique correspondant à un changement radical dans sa musicalité. D'ailleurs, la musique oppresse, stresse tant comme le film. Jamais en reste de nous démontrer que les faits racontés sont galactiques et réellement dramatiques. Travaillez bien! Une musique superbement orchestrée d'ailleurs, sans l'héroïsme que le grand Jerry ou James Horner avaient tous deux écrit sur leur musique. Un film de guerre, musique de guerre donc, du moins dans son climat, les enjeux étant très compliqués. Des chœurs qui apparaissent aussi, pour notre plus grand plaisir, une nouveauté sur la saga de films, chœurs utilisés sur la scène de l'attaque en apesanteur, sur Rora Pente, pour un relent dramatique plus appuyé, un plaisir à l'écoute et bien sûr aussi sur le main title. Les scènes d'action ne sont pas en reste et en déroutera certains, les plus fans des deux grands compositeurs précités. Et pourtant, quel travail! Une musique qui nous accroche et, comme le film, ne nous laisse jamais en reste avec un réalisateur qui osera ce que l'on ne fait plus aujourd'hui, calmer le jeu sur la durée, ne mettant pas de la musique tout le temps et partout, puisqu'à peine 1 heure pour 113 minutes de métrage, ça c'est un choix intelligent. Feu! Next large section to me was the last, God, it must have been the last 15 minutes or 20 minutes of the film, which is the entire battle. A battle that starts quiet and keeps building and building and building and building and building and building until it just reaches this pinnacle, this height. Edelman a d'ailleurs très bien réussi à cerner toute l'intensité du complot dans sa musique, en particulier en utilisant des cordes graves dans des passages lents, reprenant souvent le motif de 6 notes repris de Stravinsky, et l'effet dans le film est indéniable. La menace qui pèse sur Kirk et McCoy, ainsi que sur les espoirs de paix entre les Klingons et la Fédération, est palpable et définie. Percussions et orchestres savamment utilisés, que demander de plus? Et Cliff Edelman, peu utilisé à Hollywood malheureusement, fait pourtant montre d'un savoir-faire démentiel ici, j'en aurais repris plus souvent. Le final n'est pas à reste en plus et le film se terminera avec le thème de la série, le au revoir musical attendu, continuant avec une superbe suite de tous ces thèmes écrits. That was the culmination of, 25 years. At that point, it was 25 years of Star Trek, and it seemed like it was just a crucial, it was sort of
writing music to the send-off of Legends. Si j'étais un humain. Une vraie musique de thriller, c'est du bonheur, même s'il faudra à beaucoup plusieurs écoutes afin d'en comprendre les thèmes et le travail. 2 albums seront distribués, le premier à la sortie du film bien sûr en 1991, puis en 2012 chez Intrada avec un double CD comprenant la musique complète sur le CD1 et l'album d'époque sur le CD2 remasterisé. Être ou ne pas être. Utiliser un Star Trek pour parler de paix, de tolérance est une évidence et Nicolas Meyer en fait un art à part entière et lui permet ainsi, par le film de genre, de dire bien plus de choses qu'un vrai film sur le sujet. La science-fiction l'a largement prouvé sur des films au message flamboyant. Visez l'explosion et faites feu. Malgré donc le genre, Star Trek 6 est bien ancré dans le présent, celui de 1991 en tout cas, avec une question sur le changement et la cohabitation multiraciale qui ravage beaucoup de pays aujourd'hui sur des idées trop complexes pour être abordées en 2025. Eh bien moi, je prétends que l'histoire est toujours en marche. La date de sortie du film restera gravée dans la mémoire des Trekkies, finissant une épopée grandiose sur une saga, ne l'étant pas moins pour un 25e anniversaire bien fêté. Un film considéré par beaucoup comme étant le meilleur, réunissant les fans et moins fans sur une histoire absolument parfaite, un modèle du genre et à la narration irréprochable. Vous savez que cela me tient à cœur puisque sa construction dramatique est, pour un film de ce style, absolument réussie. Votre père appelait cet avenir la Terre inconnue. Dès le premier plan, une explosion dramatique au final et son suspense impressionnant dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, Meyer nous distillant petit à petit les traites à la cause dans toutes les communautés. Force est de constater que ce Star Trek 6 est tendu comme un string, sérieux, et va crescendo jusqu'à la dernière minute. Certains peuvent avoir très peur du changement. Jamais le peu de budget ne se ressent, le film est absolument spectaculaire et le casting, surtout les invités, impeccable, nous connaissons finalement assez bien les autres, nous régale à chaque minute. Un combat final en effet à la hauteur des attentes sur plusieurs endroits jusqu'à cet épilogue touchant, laissant arriver un générique que l'on ne veut pas voir, touchant avec la signature des acteurs nous disant au revoir en signant ce dernier volet, une très belle idée. L'équipe tire donc sa révérence avec honneur et que Nicolas Meyer en soit honoré. Il nous a effectivement gâtés. Le prochain film commencera les aventures de la nouvelle génération. Bien moins intéressante, si ce n'est une aventure Borg dont Premier Contact très réussi. Reste que Star Trek 6 nous lâche une histoire originale bien qu'universelle, dont les effets très réussis font partie de l'histoire tout en restant en tête et nous surprendra malgré un budget restreint. Une saga qui ne se répète jamais, c'est rare, et qui gardera son cap encore un temps. Ils s'arrêteront quand même au 10e et le reste continuera dans des séries. Un film politisé et distrayant, ce n'était pas gagné, mais Meyer y distille des scènes d'action fabuleuses et un humour fin qui ont leur place dans le film, et ce, à chaque plan, chaque seconde. On n'a jamais été si proche. Le chancelier attend. L'Europe n'a jamais fait grand cas des films de Star Trek, mais en Allemagne, Suisse et en Angleterre, le film aura du succès, l'histoire finalement racontant la nôtre, et ce en fanfare, et donc spectaculaire. Une fin avec un petit arrière-goût dans la gorge quand même, c'est que l'on s'y est habitué à voir nos héros sur grand écran, mais tout a une fin, même les acteurs qui, trop nombreux, nous ont maintenant quittés. Après ce 5e volet, oubliable et parfois risible, l'accueil de la vision de ce 6e volet absolument parfait en tout point sur un film de science-fiction classique d'une saga qui ne l'est pas moins réchauffe le cœur et reste pour moi le point d'orgue donc sur comment finir quelque chose de grand en beauté, affrontement galactique parfaitement organisé et bien sûr une philosophie à la Star Trek obligatoire. Seuls les réfractaires n'y trouveront pas leur compte, sauf peut-être dans les superbes effets spatiaux et spéciaux d'Industrial Light and Magic entre autres. Un bonheur, la fin idéale, la fin magnifique, la fin à 7 poils sur 6. Le reste, c'est l'histoire de la saga. Continue de sortir en 4K ou en passage télévisé et regardez pour ce qu'elle est. Une idée que la science-fiction est avant tout humaine.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref, plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche. Vous aurez ainsi les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Journal de bord du capitaine Calendrier Galactique 9529.1.